Radio J. Le Forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Manuel Valls. Bonjour. Bonjour. 2 mois après les massacres du Hamas, les États-Unis ont donc opposé vendredi leur droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU à une résolution sur le cessez-le-feu, une résolution appuyée par la France et l'Europe. Dans ce contexte, Manuel Valls, comment comprendre le discours d'Emmanuel Macron qui appuie la volonté d'Israël d'éradiquer le Hamas, mais qui en même temps considère que la destruction totale du Hamas entraînerait 10 ans de guerre. Au-delà, quelles répercussions en France et quid de la stratégie de France Insoumise? Pourquoi accusez-vous Jean-Luc Mélenchon d'être antisémite? Mais pour commencer, Manuel Valls, le projet de loi sur l'immigration qui arrive demain en débat à l'Assemblée, est-il conforme à vos attentes? Moi, j'ai trouvé que le texte issu du débat au Sénat, le compromis formulé entre la majorité sénatoriale et le ministre de l'Intérieur, était une bonne base qui correspond non seulement à ce que je crois utile aujourd'hui, mais aux attentes des Français. Une bonne base, mais un texte expurgé des mesures les plus dures adoptées par le Sénat. Est-ce qu'il est suffisamment ferme à vos yeux, ce texte qui va être débattu à l'Assemblée à partir de demain? Vous savez, Frédéric Aziza, il y a 40 ans, à peu près, un peu plus même, que les politiques d'immigration, quel que soit le gouvernement, et au-delà des coups de menton des uns et des autres, sont les mêmes. Et avec souvent de la part de nos compatriotes un constat d'impuissance sur leur efficacité. Je pense évidemment aux reconduites à la frontière. Moi, je fais partie de ceux qui ont évolué sur ce sujet, qui considèrent qu'il faut à la fois dire stop à l'immigration. Arrêter l'immigration ? On ne l'arrêtera jamais totalement. De manière claire et nette ? On ne l'arrêtera jamais totalement, mais enfin, je crois qu'il faut un message très clair à partir d'une politique d'immigration sur une restriction massive de l'immigration, du nombre d'entrants, une politique choisie. Nous devons choisir quelle est notre immigration, et puis une expulsion, évidemment, de ceux qui entrent de manière illégale sur notre territoire. Arrêter l'immigration, ça veut dire que quelque part, peut-être que vous ne seriez pas français? Moi, je suis en effet né en Espagne, de parents espagnols, naturalisé français à 20 ans, et j'ai appris à être français. Je parle d'un message clair. Nous n'arrêterons jamais totalement l'immigration parce que nous accueillons des étudiants. Il y a évidemment le regroupement familial. Je suis favorable à une politique de quotas, ce qui nécessite des évolutions constitutionnelles sans doute pour choisir notre immigration en matière économique. Mais c'est ça, me semble-t-il, le message, à la fois une politique d'immigration sur une restriction massive du nombre d'entrants et une priorité donnée à l'intégration, à l'assimilation, parce que je pense que c'est le grand défi aujourd'hui de la société française. On va poursuivre d'abord. Gérard Collomb, il avait lié son départ de Beauvau en 2018 à un désaccord avec Emmanuel Macron, justement sur la politique migratoire. Il avait dit « Aujourd'hui, on vit côte à côte. Je crains que demain, on doive vivre face à face. » 5 ans après, est-ce qu'avec ce projet de loi immigration de Gérald Darmanin, l'exécutif, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne et Gérald Darmanin, ne donnent pas raison à l'ancien ministre de l'Intérieur? Le texte de loi préparé par le ministre de l'Intérieur, avec les évolutions que nous avons évoquées au Sénat, et nous verrons bien à l'Assemblée nationale, puisque le débat commence lundi, donne des outils à l'État pour gagner en efficacité, notamment concernant les reconduites à la frontière. Je continue de penser que, et cela donne sans doute raison à Gérard Collomb, c'est que nous ne sommes pas encore à la hauteur de ce qu'il faudrait mettre en œuvre. Gérard Collomb, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre? Ce que je viens de dire, c'est-à-dire un message très très clair, très net vis-à-vis de ceux qui veulent rentrer illégalement sur notre territoire. Je ne crois pas, c'est pour ça qu'il y a eu des évolutions qui allaient, me semble-t-il, dans le bon sens au Sénat et qui respectaient la fameuse circulaire qu'ils appellent Valls, mais que j'avais publiée en 2012 et qui donne la main au préfet concernant un certain nombre de régularisations qui sont nécessaires, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de titre de séjour, mais qui travaillent déjà dans un certain nombre d'entreprises et de secteurs depuis des années, et concernant les situations extrêmement complexes, que l'on pourrait formuler sur ni régularisables ni expulsables, notamment des enfants.
Donc il faut de la souplesse dans ce domaine-là, mais en général, il faut une très grande fermeté. Avons-nous besoin de davantage d'immigration dans un certain nombre de secteurs? Oui, alors justement, je ne le crois pas. Alors justement, on va parler de ça. La droite s'oppose à l'article 3 du projet de loi Darmanin. Qui a lui-même évolué, cet article. Sur les métiers en tension, y voyant un appel d'air à l'immigration massive. Qui a raison? C'est la majorité ou c'est les députés LR? Précisément, je pense que sur l'article 3 initial, on crée les conditions, en effet, d'un appel d'air. Et l'article 3 tel qu'il est proposé par la Commission. Je pense que les compromis entre le Sénat et l'Assemblée nationale doivent accentuer ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la nécessité d'une plus grande souplesse et de donner, comme le prévoyait ma circulaire il y a un peu plus de 10 ans, la main au préfet. Vous savez, c'est vrai qu'il y a des secteurs en tension. Nous les connaissons, la restauration, le BTP, un certain nombre de services à la personne. Mais il y a beaucoup d'emplois non pourvus. Mais il y a aussi un chômage qui reste important dans notre pays, même s'il a baissé. Et ce chômage est encore plus important parmi les résidents étrangers. Je reviens cependant à la formule de Gérard Collomb. Elle concernait moins l'immigration d'aujourd'hui que celle de hier, c'est-à-dire les conséquences de l'immigration de hier et notamment sur les enfants ou les petits-enfants de cette immigration qui sont souvent, certes d'origine étrangère, mais nés sur notre sol et français. Ça veut dire que quoi, pour le problème, c'est moins l'immigration que l'intégration? Je pense que la priorité n'est pas à l'immigration, la priorité pour notre pays, pour notre nation, pour notre culture commune, c'est en effet l'assimilation. Et je reste... Et vous dites assimilation, vous dites pas intégration? Non, parce que moi je suis un assimilé. C'est-à-dire, assimiler, ça ne veut pas dire perdre ses valeurs, ça ne veut pas dire perdre... Parce que quelque part, quand on entend assimilation, on se dit, ça veut dire négation de ce qu'on est. Non, ça veut dire assimiler pleinement, s'assimiler pleinement, être assimilé pleinement aux valeurs, à la culture, à l'histoire de notre pays, à la langue, et c'est partager toute cette histoire et évidemment la République, les valeurs dont la laïcité. Autre point de friction entre la majorité, en tout cas l'exécutif et l'opposition LR, le rétablissement en commission de l'AME, l'aide médicale d'État, qui avait été supprimée par le Sénat. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais là, je pense que nous avons un problème d'ordre juridique ou plutôt constitutionnel. Et sur le principe. Non, je pense qu'il faut garder, quel que soit le nom, une aide médicale d'urgence, parce qu'il s'agit d'urgence, et que de toute façon, nous savons que les médecins, ça fait partie du serment d'Hippocrate, de leurs valeurs, doivent et s'imposent de soigner toute personne qui le réclame. On peut toujours restreindre ce qu'on appelle le panier de soins, mais sur la base d'un rapport qui a été remis à la première ministre par messieurs Evin et Stefanini, je pense qu'on peut faire évoluer, mais sur un autre texte, à un autre moment, cet aspect-là. Mais ça ne me paraît pas être le point le plus important, et de toute façon, il y a ce risque constitutionnel, donc on ne peut pas l'intégrer dans le texte de loi et dans le débat parlementaire actuel. Alors, autre sujet de discorde, le délit entre la droite et le gouvernement. Le délit de séjour irrégulier établi par la droite sénatoriale qui avait été supprimé en 2012 sous François Hollande alors que vous étiez ministre de l'Intérieur et voulu par Édouard Philippe aujourd'hui et son parti Horizon. Est-ce que ça va dans le bon sens ou pas? Nous avons fait une erreur, je crois, il y a plus d'une dizaine d'années. Donc vous aviez fait une erreur. Oui, il y a 13 ans. J'avais fait une erreur. On peut les uns et les autres. C'était un engagement de François Hollande. On reproche souvent aux politiques de ne pas respecter leur engagement. C'était un engagement qu'il avait pris pendant la campagne présidentielle. J'ai entendu, je crois, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui était prêt, là aussi, à intégrer cet élément-là. J'espère qu'on y arrivera. D'une manière générale, je pense qu'en plus du fond, et c'est évidemment l'essentiel, de répondre aux attentes des Français, et puis surtout de choisir vraiment notre immigration, il y a... pourquoi? Parce que Quand vous dites choisir notre immigration, ça veut dire choisir les pays? Choisir quoi? Choisir ceux qui rentrent sur notre sol. Vous savez... On va vous dire, vous savez, je sais très bien ce qu'on va vous dire. Emmanuel Valls dit choisir l'immigration, ça veut dire on ne veut pas d'immigration venant d'Afrique et du Maghreb, mais une immigration venant d'Europe et des pays occidentaux. Mais d'une certaine manière, et sans caricaturer mes propos, on pourrait le dire ainsi, je veux le formuler d'une autre manière. Ce que nous devons éviter pour essayer
d'attendre, plutôt de répondre à la formule Gérard Collomb que vous évoquez il y a un instant, qui d'une certaine manière est prophétique par rapport à l'avenir. C'est que nous ne pouvons plus accueillir des populations qui viennent de pays ou de zones extrêmement pauvres et qui sont en très grande difficulté et qui arrivent en France et qui s'installent dans des territoires eux-mêmes déjà en très grande difficulté économique et sociale et pauvres. C'est ça qui crée et les conditions du ghetto et ensuite les conditions de l'affrontement. Ce sont des défis considérables parce que le réchauffement climatique, le changement climatique qui provoque des mouvements de population, notamment Afrique, ce qu'on appelle l'immigration sud-sud, la pauvreté, la guerre, les problèmes de santé, la démographie. L'Afrique est un continent qui va voir doubler sa population. Un pays comme le Nigeria va atteindre 400 millions d'habitants. Des pays comme le Mali, le Niger vont doubler leur population. Donc la pression migratoire va être de plus en plus forte. C'est pour ça que l'Afrique est le continent de demain et que ça doit être plus que jamais la priorité de l'Europe parce que se jouent à la fois des questions, des défis économiques, migratoires, mais aussi l'évolution de l'islam dans les prochaines décennies. Donc nous ne devons pas nous tromper pour l'Europe. Il y a évidemment la priorité à l'Est, qui est la guerre en Ukraine, mais il y a aussi cette priorité qui est la Méditerranée. Mais nous devons aujourd'hui choisir en effet notre immigration. Et puis, puisque nous parlons des procédures parlementaires, dans ce moment où le pays est quand même fracturé, divisé, où le climat politique est malsain, il me semble que trouver un accord entre le Sénat et l'Assemblée, la majorité sénatoriale et la majorité présidentielle, sur ce texte-là, donnerait, me semble-t-il, beaucoup de force, beaucoup de vitalité, beaucoup de dignité à notre démocratie. On revient là-dessus. Je vous entends parler du type d'immigration que vous souhaiteriez pour la France. Ça nous renvoie peut-être à ce que vous avez dit, c'était en 2009, quand vous étiez maire d'Evry. Vous vouliez des blancs, des whites et des blancos. Vous vous souvenez de ça ? Oui, bien sûr. Vous rediriez ça aujourd'hui ? Sur marché, peut-être que je le dirais. Mais de quelle manière vous le diriez aujourd'hui ? Non, mais vous vous rappelez, à l'époque, je m'exprimais sur un marché d'Evry qui avait mal évolué. Au fond, ce que je disais, c'est ce que je viens de vous dire il y a un instant. C'est pour ça que je vous pose la question. Mais parce que ce qui est terrible, c'est la ghettoisation. Et notamment pour ceux qui arrivent. Vous avez parlé à l'époque, c'est ça, de situation, enfin un peu plus tard, de situation d'apartheid. Oui, je l'avais évoqué avant, et puis je l'ai évoqué comme Premier ministre. J'avais dit, nous créons les conditions d'un apartheid territorial, social, ethnique et même religieux. Vous le dites aujourd'hui encore ? Oui. C'est ce qui est. Avec quelles conséquences ? C'est cette réalité. Quand vous accumulez des populations en très grande difficulté, il ne faut pas s'étonner, même s'il n'y a pas que des raisons économiques et sociales, à ce que nos quartiers, les quartiers populaires, comme on dit, nous explosent à la figure. Je sais bien que l'actualité chasse l'actualité, elle est suffisamment lourde. Mais il faut se souvenir de ce qui est mais on a le sentiment que nous avons déjà oublié ce qui s'est passé en juin et en juillet, c'est-à-dire des émeutes d'une violence terrible, pas seulement contre les services publics, mais contre une certaine idée de la France. Contre la France ? C'était aussi pas seulement des émeutes de haine à la France. Nous l'avons évidemment entendu. C'est pour ça que le défi de l'assimilation à nos valeurs, liberté, égalité, tolérance, qui fondent aussi notre style de vie et notre culture commune, avec toutes les évolutions que nous avons connues, évidemment, au cours de ces dernières décennies, cela me semble indispensable. On va reparler de la manière dont doit se dérouler le débat à l'Assemblée. D'abord, une question. Ce débat, il pourrait être stoppé net si LR et le RN votaient demain la motion de rejet préalable déposée par les écologistes. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Pas grand-chose, parce que je ne suis plus Bon, député. C'est la vie parlementaire. Ça ne fera que constater si cela arrivait. J'espère pas. Parce que voilà, c'est la question que je vous posais. Je crois que c'est très important qu'il y ait un débat. Il y a eu un débat de qualité au Sénat. Il faut qu'il y ait un débat aussi de qualité à l'Assemblée nationale. Cela... au fond, viserait à constater une nouvelle fois que la majorité actuelle n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Mais je pense que vis-à-vis des Français, nous avons besoin d'un débat à la hauteur de leur attente à l'Assemblée nationale. C'est très... Peut-être que parfois les responsables politiques, je pense qu'ils s'en rendent compte, mais ne se rendent pas compte de l'image que donne parfois le Parlement et notamment l'Assemblée nationale avec une violence verbale et des divisions.
C'est pour ça que vous en êtes parti? Non, parce que j'ai pas été élu. Donc non, l'Assemblée nationale. Moi, j'ai aimé être parlementaire. Vous n'avez pas voulu revenir. C'est là où il y a pas. C'est là où résonnent normalement toutes les opinions de notre pays. Et puis l'Assemblée nationale est aujourd'hui assez représentative de ce qu'est la réalité politique de notre pays. Donc il faut pouvoir débattre de sujets de fond. Et celui-ci, c'est un thème, c'est un sujet. C'est une attente forte. Alors, par rapport au débat, le texte peut-il et surtout doit-il être adopté dans l'hémicycle sans passer par le 49.3 ? Et si le gouvernement devait utiliser le 49.3, est-ce que ça serait une erreur, voire une faute ? Première priorité, un compromis entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Et ce qui voudrait dire, donc, je le traduis pour nos éditeurs, c'est un accord entre la majorité et les LR. Les républicains et la droite républicaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Le 49.3 serait évidemment le signe d'un échec, d'un non-accord avec la droite minoritaire à l'Assemblée nationale, mais majoritaire au Sénat. Oui, il y aurait des conséquences politiques importantes ? Non, mais cela donnerait le sentiment aux Français que décidément, des forces politiques qui savent qu'il faut évoluer sur l'immigration sont incapables de se mettre d'accord. Donc, mon appel, si je puis dire, c'est un appel à la responsabilité de tous, pas seulement de la majorité. Le ministre de l'Intérieur se démène comme un beau diable pour trouver les conditions de cet accord, mais aussi un appel au LR. Ils sont un parti du gouvernement, ils doivent le démontrer. Moi, j'étais très étonné qu'ils ne votent pas ou qu'ils se divisent sur le texte de loi sur la retraite. Il y a un an, c'est évidemment un peu différent, alors qu'ils avaient proposé, en grosso modo, la même chose que le président de la République leur soumettait avec le gouvernement. Là, ça serait étonnant qu'ils ne puissent pas voter un texte, mais à condition, évidemment, que la majorité entende aussi leurs propositions. Fasse des gestes oui, dans bien le cadre évidemment, du débat à l'Assemblée. et qu'on respecte davantage le texte issu du Sénat, je le répète. Au passage, la proposition de résolution de LR des Républicains d'abroger la Convention franco-algérienne de 1968 a été rejetée. Comprenez-vous que les citoyens algériens bénéficient d'un droit plus favorable que ceux provenant des autres pays? Alors, ce sont des sujets compliqués, c'est issu mais la question de débat est posée. De l'histoire tumultueuse. Je ne suis pas sûr que la procédure parlementaire à travers la proposition de loi soit la bonne, parce que il s'agit quand même de diplomatie, et donc c'est à l'exécutif d'avoir l'initiative, mais aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Et donc, je partage les fondements de ce texte, ce qu'avait dit Édouard Philippe, et ce qu'avait surtout proposé quelqu'un qui connaît très bien l'Algérie, qui est l'ex-ambassadeur dans ce pays, qui a été 2 fois d'ailleurs, donc de nombreuses années, Xavier Driancourt, et qui proposait aussi là des changements importants dans la relation entre la France et l'Algérie, sur les questions d'immigration ou de visa, et notamment, évidemment, à travers la mise à plat, l'abrogation, la révision, peu importe le mot, mais le fait que, au fond, l'Algérie revienne comme les autres pays dans ce qu'on pourrait appeler le droit commun. Est-ce que vous faites un lien entre terrorisme et immigration ? Ah, mais ça, c'est presque une question piège, mais je suis persuadé que vous ne voulez pas me piéger. Mais entre immigration, pauvreté urbaine, islamisme et donc aussi terrorisme, ce sont des phénomènes qui sont reliés en France. Je sais pas, vous prenez un pays... C'est ce que vous avez constaté quand vous étiez aux affaires, ministre de l'Intérieur, Premier ministre ? Non, c'est ce que j'ai constaté en étant élu de la banlieue parisienne depuis 1988, ce que j'ai constaté comme ministre de l'Intérieur au Premier ministre, et encore aujourd'hui. Il n'y a pas un lien direct, mais ce sont des phénomènes qui sont liés. Par exemple, l'immigration latino-américaine en Espagne, ou évidemment aux États-Unis, puisqu'ils ont une immense frontière avec le Mexique et donc avec le sud du continent, n'est pas de même nature. Il y a des conséquences. Nous savons par exemple ce qu'a pu représenter en termes de conséquences la guerre civile avec le GIA en Algérie, sur notre propre sol. Donc il y a forcément des liens. Ces phénomènes, en tout cas, sont liés. Donc il faut aussi, évidemment, les intégrer. Ne soyons pas naïfs. Voilà, évidemment, on
va pas accuser tous les immigrés qui viennent du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne d'être islamistes ou terroristes. Ça serait terrible. Et en plus, ils sont souvent eux-mêmes les premières victimes de ce terrorisme. Mais il y a des liens, ces phénomènes sont liés. Il faut uniquement l'avoir en tête. Deux questions. Est-ce qu'il faut élargir la possibilité d'appliquer la rétention de sûreté après une peine de prison pour terrorisme? Et est-ce que la détention préventive des fichiers S, réclamée par la droite, est une bonne piste? Non. Alors, je pense qu'il faut toujours examiner de nouveaux dispositifs pour protéger encore davantage nos Français. Il leur faut, je pense qu'il faut un langage de vérité. D'abord, évidemment, il n'y a pas de risque zéro. Et puis surtout, et moi cela me coûte à chaque fois de le dire, très directement quand on m'interroge sur ce sujet-là, nous faisons face à une menace et à des actes terroristes depuis des années, et nous allons faire face à cette menace encore pendant des années. Et donc nous allons probablement, même s'il faut tout faire pour l'éviter, connaître d'autres actes terroristes. Je ne dis pas cela parce que... donc comme celui qui a frappé Paris le week-end dernier, au nom d'un certain éventuellement des fatalisme, plus importants. mais parce qu'il faut dire la vérité aux Français. Il y a 20 000 personnes aujourd'hui qui sont islamistes et qui représentent un certain nombre de dangers. Parmi ces 20 000, il y en a 5 000 qui sont dans les différents fichiers et qui sont une menace encore plus importante. Et parmi ces 5 000, il y en a 1 600 qui sont particulièrement dangereux et qui font l'objet, comme les 5 000 que je viens d'évoquer, d'un suivi. Et je n'oublie pas tous ceux qui sont en prison, condamnés pour terrorisme ou prisonniers de droit commun, condamnés et qui se radicalisent en prison. Et qui se radicalisent. Donc, partant de ça, qu'est-ce que vous dites? Donc, les fichiers S, il faut le rappeler à chaque fois, c'est un outil d'information pour nos forces de sécurité, police et gendarmerie, et enfermer tous les fichiers S, islamistes ou soupçonnés d'islamisme, serait non seulement contraire au droit, mais aux valeurs. Mais tous ceux qui représentent un véritable danger et qui sont dans le fameux fichier pour tous ceux qui sont rentrés dans des processus de radicalisation et qui représentent une menace, tous ceux qui ont été condamnés, qui sortent de prison ensuite, eh bien, on doit pouvoir en effet examiner, c'est une proposition par exemple de Rachida Dati que je partage, il faut quand même examiner les conditions pour les surveiller davantage, même s'il y a eu des évolutions grâce à la loi de 2021. Les surveiller davantage, ça veut dire plus de fonctionnaires pour les surveiller. Hein. Il faut plus de fonctionnaires, il faut un suivi évidemment des services de renseignement. Aujourd'hui, grâce à la politique que je menais, grâce à Emmanuel Macron aussi, les services de renseignement ont été réformés et ont davantage de moyens. Mais je crois qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de proposition taboue, à condition évidemment qu'elle rentre dans notre ordre constitutionnel et dans nos valeurs. Pas de proposition taboue. Il y a une proposition qui avait été faite du temps où vous étiez Premier ministre, la déchéance de nationalité pour un binational condamné pour terrorisme. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut retravailler sur cette proposition? Là aussi, il faut être clair et précis. Je regrette qu'à l'époque, nous n'ayons pas intégré cette proposition dans la Constitution, parce qu'il s'agissait d'ôter la nationalité française à ceux qui avaient la binationalité et qui avaient été condamnés définitivement pour terrorisme ou atteinte à la sûreté ou aux intérêts de l'État. Aujourd'hui, on peut continuer, il faut toujours le rappeler, à déchoir de la nationalité ces doubles nationaux. Le gouvernement actuel, comme les précédents, continue à le faire. C'est une procédure qui passe par le Conseil d'État. Le fait de l'avoir intégré dans la Constitution, de vouloir l'intégrer dans la Constitution, c'était mieux asseoir d'un point de vue juridique et symbolique. Si on réforme la Constitution, s'il y a un processus de Constitution, je ne doute pas que cette proposition reviendra. D'un point de vue juridique et symbolique, je crois que cela aurait du sens de l'intégrer dans la Constitution. Mais le plus important, c'est qu'on puisse continuer de le faire, ce qui est le cas aujourd'hui, à travers la procédure qui demande seulement l'avis du Conseil d'État et qui initie le ministre de l'Intérieur. Autre dossier d'actualité, quand vous constatez que l'ultra-droite et le Rassemblement national ont tenté de récupérer l'assassinat du jeune Thomas pour justifier quelque part une campagne contre l'immigration, qu'est-ce que ça vous inspire? Et est-ce que vous faites un lien entre ultra-droite et Rassemblement national? D'abord, très honnêtement, les polémiques venant de ceux qui cherchent à minimiser ce qui s'est passé dans la Drôme, ou ceux qui cherchent à exploiter de manière éhontée
Donc vous renvoyez dos à dos, non, mais extrême gauche, extrême droite. C'est pas que je renvoie dos à dos, c'est qu'on oublie l'essentiel. Ouais. La mort d'un jeune. Ce jeune Thomas, le choc à vie pour cette famille extrêmement digne, pour ses proches, pour ses camarades. Vous parlez de racisme anti-blanc d'ailleurs ou pas? Ça peut exister. Comme le dit sa famille. Ça peut exister. Ensuite, sur ce sujet-là, et d'ailleurs, cela démontre qu'il faut être prudent. Il faut laisser travailler la justice, les gendarmes qui ont fait un travail tout à fait remarquable. Nous ne sommes pas au bout encore de toute la procédure judiciaire. Il y a encore des zones d'ombre. Mais il y a eu un meurtre. Il y a eu un meurtre. Emmanuel Macron a dit assassinat. Oui, un meurtre, un assassinat, ce sont pas pareil au niveau. Non, je sais bien, puisqu'il y a la question de l'intention. Il y a eu un meurtre, à la justice maintenant, de démontrer quelles ont été les bases, les fondements de ce meurtre. Il y a eu un choc. C'est comme ça. Cela arrive parfois, qu'un fait de ce type provoque un choc dans notre pays, c'est-à-dire celui de la violence, de l'ensauvagement d'un certain nombre de jeunes, de familles qui vivent du trafic de drogue. Moi, j'ai trouvé d'une très grande force et d'une très grande dignité les propos de Mme Toraval, la mère de Romans sur Isère. Et vous parlez d'ensauvagement, hein? Oui, vous savez, Jean-Pierre Chevènement avait, il y a déjà de très nombreux temps, parlé des sauvages. Oui, il y a une forme de sauvagement. Frédéric Aziza, tous les jours, hier encore, à Valenton, il y a des morts suite à des rixes. Là, il s'agissait de bandes, de gens qui n'ont rien demandé. Sans parler des morts dus au trafic de drogue. Tout ça sur fond de trafic de drogue qui s'étend partout dans notre pays. Et il y a un chiffre qui est particulièrement inquiétant, c'est que depuis 4 ans, les homicides et les tentatives d'homicide ne cessent d'augmenter. Donc, c'est un signe d'une véritable violence dans notre pays et qui inquiète beaucoup les Français. Signe de véritable violence ou d'un échec de la politique de sécurité du gouvernement? Non, c'est, je pense, la manifestation d'une violence dans nos sociétés. Alors, on pourrait passer des heures à expliquer cela, mais de basculement, de passage à l'acte, ce qui change le type d'acte qu'on connaissait avant, qui était préoccupant. C'est pour ça que la demande d'ordre, la demande d'autorité est puissante dans notre société, qu'il faut y répondre, parce que vous me parliez d'extrême droite il y a un instant, parce qu'au fond, nous allons avoir le choix entre soit l'autoritarisme que certains vont proposer, soit l'autorité républicaine, qui est qu'on ne peut pas accepter ce type de violence qui frappe nos compatriotes, qui frappe souvent d'ailleurs les plus modestes de notre société. Et donc, il faut faire très attention à la réaction de nos compatriotes qui, à juste titre, ne supportent plus cela. Autre sujet d'actualité, l'allumage de la première bougie de Hanouka à l'Élysée par le grand rabbin Chaim Corsia, le grand rabbin de France, Corsia en présence d'Emmanuel Macron, et à la suite de la remise au président de la République du prix de la conférence des rabbins européens, a débouché sur une polémique. Est-ce que vous y voyez une entorse à la laïcité, Manuel Valls, dans cet allumage de la première bougie de Hanouka à l'Élysée? Les meilleures intentions du monde, et tout cela a été fait évidemment avec des intentions louables, peuvent se retourner contre leurs auteurs et provoquer des résultats catastrophiques. Donc vous dites c'est catastrophique? La célébration d'une fête religieuse ou d'un symbole religieux, Hanouka, c'est une très belle fête, bien évidemment, à l'Élysée, ne rend pas service à la lutte contre l'antisémitisme, on va y revenir, abîme inutilement le principe de séparation et ouvre une fracture, une brèche vis-à-vis de toutes les revendications religieuses possibles. Et dans un contexte marqué par la guerre au Proche-Orient, et surtout la vague d'antisémitisme qui submerge le monde, l'Europe et la France, il y a parfois quelques précautions à prendre. Donc on ne peut pas agir à la légèreté dans ce domaine. Donc ça veut dire que c'est une faute de la part du président de la République? Moi je crois que dans cette affaire-là, il y a 4 fautes, puisque vous parlez de fautes. Ouais. Il y a la démarche elle-même et les explications a posteriori qui me paraissent assez éloignées du principe de laïcité. La loi 1905 était célébrée le 9 décembre, hier, ouais. Le 9 décembre. La laïcité n'est pas contraire à la religion dans l'espace public, mais elle l'exclut
elle les exclut, la religion, du domaine de l'autorité publique. Donc l'Élysée n'est pas un lieu où on peut procéder de Quand vous la parlez sorte. explications posteriori, vous pensez à quelles Bon, explications? des uns et des autres, de ce que j'ai vu dans la presse, y compris du grand rabbin Raïm Korsia, pour qui j'ai tendresse, amitié et immense respect. Et moi, je veux toujours rappeler cette très belle phrase de Victor Hugo: je veux l'État chez lui, et l'Église, ou les églises en l'occurrence, chez elle. Et donc vous avez parlé d'une première faute, les deux, troisième et quatrième faute. La Ouais. deuxième, la nation n'est pas un conglomérat de communautés. C'est pas les États-Unis ou le Non, monde où il y anglo-saxon. aurait un coup pour les catholiques, un autre pour les protestants, un autre pour les musulmans et un autre pour les juifs, et éventuellement un autre pour ceux qui ne sont ni les uns ni les autres ou qui n'y croient pas. Moi, je ne crois pas au multiculturalisme et à cette conception d'une laïcité ouverte. La laïcité, c'est la liberté. Troisième faute. On ne combat pas l'antisémitisme ou la haine des juifs comme cela. Et encore moins au nom de la religion. Là. On sait, Emmanuel Macron. En tout cas, à travers cette cérémonie, on expose les juifs. Et tous les autres vont dire, et pourquoi eux? Et pourquoi pas nous? Donc ça peut faire monter l'antisémitisme? Non, mais en tout cas, ce n'est pas ainsi qu'on combat d'une certaine manière. Je comprends tout à fait qu'on reçoive, je l'ai fait, le président Hollande l'a fait, tout le monde l'a fait, et il faut le faire. Mais face à la vague d'antisémitisme, face à la vague, à la haine anti-juive et d'Israël, il faut être très attentif, et ce ne sont pas toujours les meilleures armes. Quatrième faute. Et enfin, ça débouche sur la quatrième faute, parce que la lecture de cette célébration, nous ne mentons pas, c'est qu'elle est apparue comme une session de rattrapage par rapport à l'absence que j'ai regrettée du président de la République à la manifestation contre l'antisémitisme du 19 Donc, novembre. Emmanuel Macron a voulu se rattraper. Oui, mais du coup, je vous pose la question par rapport en tout cas, certains ont voulu peut-être le rattraper ainsi. Je ne sais pas quels sont les sentiments du président de la République, même s'il a eu l'occasion de s'exprimer. Parce que, après, vous vous rendez compte, je reviens à la laïcité une seconde, comment vont faire dorénavant les professeurs pour expliquer ce principe de laïcité dans les cours d'éducation morale et civique à partir de cet exemple. Alors, je ne veux pas l'exagérer, mais tout est symbolique. Ça veut dire que ça va être compliqué maintenant? Nous sommes un peuple très politique, où ces questions sont importantes, où la laïcité, qui est évidemment symbole de liberté et de tolérance, de liberté de croire et de ne pas croire, est un symbole fondamental. Ça veut dire que ça va être compliqué d'enseigner la laïcité? Ils le feront. Ouais. Ils le feront. Enfin, n'oublions jamais qu'un professeur, Samuel Paty, est mort décapité pour avoir voulu enseigner la liberté. C'est difficile dans un certain nombre d'écoles. En tout cas, il y a une remise en cause de la laïcité. Donc, quand on l'enseigne et qu'on dit il y a une séparation entre l'État et les religions, et dans l'espace public, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, ce qui ne veut pas dire que le président de la République, le Premier ministre, un responsable politique ne puisse pas aller dans une église, dans une synagogue, dans une mosquée. Tout ça a été fait. Mais l'Élysée, c'est la maison commune. C'est là où il y a le Conseil des ministres. C'est là où réside le président de la République. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que sinon, on le voit bien, il y a toute une série de conséquences. Et je le regrette d'autant plus que cette fête d'Hanouka est une magnifique fête pour les Juifs, que l'allumage du feu de ces bougies. Et quelque part un symbole. Hein. Ouais. C'est un symbole, mais la première bougie allumée d'ailleurs par le grand rabbin, c'était en rappel à la Shoah, à l'Holocauste. Donc ça avait du sens, mais attention, il faut être... Et on avance. On ne peut pas agir dans ce domaine-là, encore une fois, avec légèreté, et puis donner encore une fois une explication après sur ce qu'est la laïcité. Non, c'est une erreur. Il faut qu'on avance parce que vous parlez du contexte, hein, cette guerre entre Israël et le Hamas, une activité dominée, en tout cas depuis 2 mois, par cette situation en Israël et à Gaza, et aussi le pogrom du 7 octobre. Vous étiez Premier ministre au moment des attentats de 2015. Est-ce que vous considérez comme légitime cette riposte d'Israël et sa volonté d'éradiquer le Hamas? Oui, hein? Bien évidemment. Enfin, écoutez, parce que vous entendez les critiques aujourd'hui. Hein?
Je peux pousser un coup de gueule? Allez-y, oui. Moi, je suis révolté et indigné parce que, au fond, la culpabilité d'Israël, je mets des guillemets, était écrite le soir même du 7 octobre. Nous l'avons dit Vous l'avez senti, beaucoup. hein? Oui, les fameux oui mais. Ah oui, c'est terrible, mais Israël est forcément coupable et bourreau. Regardez, Israël est en train d'accomplir un génocide. Mène une politique d'apartheid, c'est-à-dire on criminalise à travers un certain nombre de formules, d'expressions, ce qu'est en train de faire Israël. On va reparler de ça, mais d'abord sur ce qui se passe là-bas. Et d'ailleurs, l'actualité de la nuit. Une frégate française a ciblé 2 drones, a détruit 2 drones lancés par les rebelles Houthis cette nuit en mer Rouge. Qu'est-ce que ça dit, puisque c'est l'actualité, de la situation dans la région? Ça dit que l'Iran, tout simplement, mais ce n'est pas une découverte pour ceux qui sont bien informés, et vous l'êtes, de la situation. Les Iraniens soutiennent à partir des Houthis au Yémen, du Hezbollah au Liban, de la Syrie, évidemment du Hamas, cet arc qui n'est pas chiite en l'occurrence, puisque le Hamas ne l'est pas, mais qui est ce qu'ils appellent eux l'arc de la résistance. Ça veut dire qu'à un moment il faudra cibler l'Iran? Ça veut dire qu'il ne faut pas être naïf, et que c'est à la fois évidemment une confrontation terrible entre Israël qui a le droit et le devoir de se défendre et de tout faire pour éradiquer l'appareil terroriste et militaire du Hamas, le droit et le devoir. Vous savez parfaitement, le gouvernement actuel en Israël est extrêmement critiqué. Il était critiqué déjà massivement tous les samedis à Tel Aviv ou Jérusalem, mais la population israélienne, le peuple israélien est uni et mobilisé par rapport à cet objectif. Donc derrière, ne soyons pas naïfs, derrière le Hamas, il y a en effet l'Iran. Donc c'est pour ça que dans le soutien à Israël, il n'y a pas seulement le soutien à la seule démocratie de la région et à un peuple, celui d'Israël, qui nous ressemble autant, qui lutte contre le terrorisme islamiste, le Hamas étant une organisation fondée par les frères musulmans, une organisation qui veut la fin d'Israël et des Juifs dans le monde, mais derrière aussi, c'est une confrontation par rapport au totalitarisme iranien. Nous l'oublions jamais. C'est pour ça que la France doit être aux côtés d'Israël. Justement, la France qui a pourtant voté en faveur de la résolution de l'ONU, bloquée par les États-Unis, voulant imposer un cessez-le-feu à Israël. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous parliez tout à l'heure d'un coup de gueule. Est-ce que ça vous donne envie de pousser un deuxième coup de gueule? C'est une erreur. Une erreur, pourquoi? C'est une erreur parce que d'abord, on laisse... Erreur de quoi? Pourquoi? Et de qui? Parce que d'abord, l'idée d'un cessez-le-feu, la diplomatie américaine, je suis désolé d'ailleurs de devoir citer plutôt la diplomatie américaine que la diplomatie française dans ce domaine-là, l'a très bien dit. Alors je sais bien que ce sont des mots et des formules, mais le cessez-le-feu, ça voudrait dire donner la possibilité au Hamas de se reconstituer. Une autre chose, ce sont les pauses humanitaires, les trêves. Il y en a eu pour pouvoir délivrer des otages. Mais au fond, on donne le sentiment de mettre au même niveau Israël et le Hamas. Non, il y a eu un pogrom à intention génocidaire de la part du Hamas qui a provoqué, vous le savez, un choc terrible en Israël parce que ça a mis en évidence sa vulnérabilité. Et puis c'est la première fois que ce type de pogrom à vocation génocidaire avait lieu sur le territoire israélien. Donc ça a des conséquences en Israël et dans le monde, et notamment dans le monde juif, sur toute la planète. Mais cette organisation, le Hamas, veut non seulement la fin des Juifs, des chrétiens au Proche-Orient, lutte contre la démocratie, contre notre style de vie, poursuit les femmes, les homosexuels. Donc on ne peut pas les mettre au même niveau. Donc la position de la France, d'une certaine manière, je ne la comprends pas. Nous aurions dû être aux côtés des États-Unis et d'Israël dans ce domaine. Et la position d'Emmanuel Macron, vous la comprenez ou pas? J'ai déjà eu l'occasion. Moi, d'une certaine manière, parfois, je suis prudent parce que je ne veux pas critiquer notre diplomatie, mais on ne peut pas à la fois d'un côté dire qu'on est pour une coalition internationale pour en finir avec le Hamas et ensuite dire à Israël, parce que c'est une injonction totalement contradictoire vis-à-vis d'Israël. On lui demande de faire des choses, d'en finir avec le Hamas, mais de le faire avec des méthodes qui ne le permettraient pas. Il nous reste 7 minutes, plein de questions. Les massacres du 7 octobre ont été accompagnés de viols avec mutilation des parties génitales et des tortures planifiées par la direction du Hamas. Et pourtant, les associations féministes sont restées silencieuses à propos de ces viols utilisés comme arme de guerre par le Hamas. Qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que ça dit de l'évolution
des associations féministes très Pas rapidement. toutes les associations féministes, mais ça veut dire qu'il y a un mouvement qui nous vient des États-Unis, qui est présent aussi en Europe et en France, peut-être moins présent heureusement en France qu'ailleurs, mais tout de même, ce mouvement, ce wokisme, cette cancel culture, qui au fond vise toujours à expliquer que le bourreau, ce sont les Blancs, c'est l'Occident, c'est donc Israël, et que les victimes sont les minorités, sont les colonialisés, hein, je mets toujours des guillemets, et en l'occurrence, là, ce sont les Palestiniens. Et à partir de ce moment-là, à partir de cette grille de lecture entre dominé et dominant, eh bien, on excuse tout. Et donc, au fond, les viols effrayants, avec une volonté de brûler, de violer, d'humilier les Israël et évidemment ces pauvres victimes, au fond, ce sont des actes de résistance. On peut les expliquer, ouais. on peut les comprendre. C'est ça qui est insupportable. Et donc vous voyez bien qu'il y a une partie du mouvement féministe, du mouvement universitaire aux États-Unis, de la gauche française, une partie de la gauche française, faut-il l'appeler d'ailleurs la gauche encore, qui exulte et qui considère que Gaza, c'est la gloire éternelle à ceux qui résistent, comme a pu le dire Jean-Luc Mélenchon dans une manifestation il y a quelques jours. Jean-Luc Mélenchon, justement, vous l'avez accusé... On n'est pas loin de l'apologie du terrorisme dans tous ses actes et dans tous ses mots. De la part de Jean-Luc Mélenchon ? Non. Je pense par exemple à ces présidents d'universités américaines qui ont été incapables. Ouais. Une d'entre elles a démissionné d'ailleurs. Il faut qu'on avance parce qu'il reste 5 minutes, plein de questions. Oui, mais ce sont des sujets intéressants. Vous avez accusé trop de questions. Oui. Vous avez accusé Jean-Luc Mélenchon d'être antisémite. Depuis, il a déclaré se sentir abandonné par la communauté juive qu'il affirme avoir défendu toute sa vie. Pourquoi vous dites que Jean-Luc Mélenchon était antisémite et surtout pourquoi ? Écoutez, cette dernière phrase, elle est dans votre question, elle apporte naturellement la réponse. C'est-à-dire je veux dire que quand on dit se sentir abandonné par la communauté juive, c'est-à-dire qu'on a une vision, une analyse de ce que serait une communauté, un seul. Mais vous dites qu'il est antisémite. Oui, parce que. Et pourquoi pourquoi ? Mais parce que toutes ces phrases qui visent à disqualifier Israël. Je pense notamment à cette phrase où il compare, je crois que c'est lui, ce qui est en train de se passer. Gaza et Guernica. Gaza et Guernica en Espagne. Vous savez ce que c'est, vous qui êtes né en Espagne, bombardé Guernica. par l'aviation allemande et italienne surtout. Donc, nazification d'Israël. Donc, la culpabilité, la criminalisation, la nazification d'Israël. Et donc, je veux dire, une chose est de critiquer, moi je le fais aussi, ce qu'a fait le gouvernement Netanyahou. Mais là, on voit bien que derrière, il s'agit de créer les conditions pour rendre illégitime Israël. Et donc, moi, aujourd'hui, c'est clair, l'antisionisme ou la haine d'Israël, c'est de l'antisémitisme. Donc Mélenchon antisémite. Oui, et par opportunisme en plus. Mais vous dites bien Mélenchon antisémite. Je dis bien. Je veux l'entendre. Non, je l'ai dit plusieurs fois, et je sens bien, vous voulez votre phrase, mais ça n'est pas la seule d'ailleurs de cette émission. Jean-Luc Mélenchon est devenu antisémite. Oui. Antisémite par opportunisme. Donc par opportunisme, par souci, par calcul électoraliste. Oui, parce que avec d'autres, il veut créer les conditions de ce front avec une partie de la gauche, hélas, et les islamistes. Ouais. Ça n'est pas nouveau, c'est arrivé en Grande-Bretagne. Donc chercher l'électorat musulman dans les banlieues, mais oui, par exemple, bien évidemment. Vous l'avez vécu à Ivry ? Je l'ai vécu en 2017, d'aller chercher l'électorat, j'espère qu'il se trompe, et de créer ensuite, puisque c'est aussi sur notre idée, les conditions du chaos dans notre pays. Les conditions du chaos. Quel est le plus dangereux pour la démocratie aujourd'hui, Emmanuel Valls, et pour la France ? Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon ? C'est une question évidemment toujours difficile. Mais importante. Mais oui, mais aujourd'hui, à partir du moment, même si ça ne trompe pas grand monde, mais c'est ainsi, à partir du moment où Marine Le Pen et le Rassemblement national jouent le jeu des institutions, participent à la manifestation contre l'antisémitisme. Je crois que ça n'a pas été suffisamment analysé, ce que ça veut dire. Et donc ? Dans l'histoire de notre pays, ceux qui viennent de l'extrême droite française participent à une manifestation contre l'antisémitisme et une partie de la gauche n'y va pas. Donc ça veut dire que le plus dangereux, c'est qui ? C'est Jean-Luc Mélenchon, qui est particulièrement dangereux, parce que quand on crie sa haine... Donc plus dangereux que Marine Le Pen, d'accord. Quand on crie sa haine de la police, quand on soutient les émeutiers qui, eux, crient leur haine à l'égard de la France et de nos institutions, quand on se refuse à dire que le Hamas est une organisation terroriste, quand on tient des propos antisémites, antisionistes, anti-Israël, quand on provoque
ce déferlement de haine dans notre pays, quand on met une cible dans le dos d'une journaliste Ruth Elkrief, alors oui, c'est particulièrement dangereux. C'est même très dangereux. C'est pour ça que, encore une fois, je considère qu'il faut un cordon sanitaire, qu'il faut sortir Jean-Luc Mélenchon de l'art républicain, parce qu'il est sorti non seulement de l'arc républicain, mais ce que je pourrais appeler, d'une certaine manière, de l'espace de l'humanité. Antisémitisme, est-ce que par ses déclarations, par son positionnement, par sa stratégie, Mélenchon et les filles peuvent armer les tueurs antisémites? Je fais toujours attention aux mots que l'on peut prononcer, mais en tout état de cause, il désinhibe. Il crée les conditions de passage à l'acte. C'est pour ça que c'est particulièrement dangereux. Il a fait 22%. Il a 60 ou 10 ou 80 députés à l'Assemblée nationale. Des millions d'électeurs lui ont fait confiance. C'est une voix, il est suivi par des millions de personnes sur son compte X. Donc, cela a une influence. Ça n'est pas un marginal. Il y a une extrême gauche et une extrême droite très dangereuse dans notre pays. Mais lui, il a une influence, donc il porte une responsabilité très lourde. Et donc, on arrive à la fin de l'émission. Vous accusez Jean-Luc Mélenchon d'être antisémite. En cas de second tour, Mélenchon-Le Pen, je ne vous vois pas voter pour un antisémite. Vous ne me verrez ni voter pour la candidate qui vient de l'extrême droite, et encore moins pour Jean-Luc Mélenchon. Mais ça, c'est une question à deux balles, si vous me permettez. C'est-à-dire que le rôle d'un politique, c'est de faire évoluer les situations, c'est de prévoir l'avenir, et c'est de créer les conditions pour qu'il y ait un autre choix. Mais second tour Mélenchon-Le Pen, vous faites quoi? Non. Moi, je veux créer les conditions. Je ne veux pas répondre à cette question parce que d'abord, elle fait sa petite dépêche AFP et c'est très bien pour notre vie démocratique et médiatique. Mais moi, mon rôle, c'est qu'il y ait, avec d'autres, bien évidemment, c'est d'essayer de créer les conditions qu'il y ait une véritable offre, pas uniquement contre le RN ou contre Mélenchon, mais qu'il y ait une offre d'espoir pour notre pays. Le moment venu, parce que là, nous sommes encore à 3 ans et demi de la prochaine élection présidentielle. Mais je ne veux pas que mon pays se retrouve face à ce choix. Merci en tout cas, Manuel Valls, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci à vous.